Avant de commencer, je tiens à préciser une chose importante. La vidéo que vous allez voir est très largement inspirée de la vidéo de Feldup sur la mort des Backrooms. À l'époque, je voulais devenir monteur vidéo, et j'ai choisi sa vidéo comme exercice, car elle contenait absolument tout. Montage, incrustation, transition, texte, 3D, effets de mise en scène. N'ayant pas trouvé de rush originaux, j'ai donc recréé presque chaque passage en parlant moi-même, afin de me concentrer uniquement sur le montage. Tout ce que vous voyez ici a été réalisé par mes propres soins. Les effets, la mise en scène, la 3D faite sur Blender. Rien n'a été récupéré ou réutilisé. Seules les musiques proviennent de la vidéo de Feldup. J'ai retiré sa voix à l'aide d'un logiciel appelé UVR. Ces musiques lui appartiennent et je ne compte pas les réutiliser ailleurs. Elles sont ici uniquement pour rester fidèle à la vidéo originale et démontrer mes capacités réelles en montage. Cette vidéo n'est donc pas une copie mais un exercice, réalisé pour prouver mon niveau, mon sérieux et ma passion pour le montage vidéo. Ceci étant dit, mon visionnage. Il y a presque 6 ans, sur 4chan, quelqu'un a posté un commentaire qui a profondément marqué Internet. Si vous ne faites pas attention et que vous traversez la réalité au mauvais endroit, vous finirez dans les backrooms, où il n'y a rien d'autre que la puanteur des vieux tapis humides, l'enfer du jaune monochrome, le bruit incessant des lumières fluorescentes au maximum de leur bourdonnement et approximativement 1,5 milliard de kilomètres carrés de pièces vides, aléatoirement segmentées pour vous y piéger. Dieu vous vienne en aide si vous entendez quelque chose s'approcher de vous, car il est certain que ça vous a entendu aussi. Mais bon, ça vous le savez déjà. Vous connaissez les backrooms, je pense. Parce que franchement, si c'est pas le cas, vous avez loupé quelque chose ces 5 dernières années. En tout cas, cette vidéo est faite pour être regardée par à peu près n'importe qui. Il y a plus de 6 ans, cet univers a retourné Internet. Et pour certaines personnes, c'est bon, il y a eu une surcharge. On a bouffé des backrooms sous toutes ses formes possibles et imaginables pendant plus de 5 ans, et personnellement, je trouve toujours que cette idée est géniale finalement. Cette idée d'un espace alternatif auquel on accède par erreur, cette image parfaitement située entre le neutre et l'inquiétant, qui te fait demander qu'une seule chose, qu'est-ce qui se cache derrière ces murs? Je trouvais la base des backrooms, l'idée des backrooms, juste géniale. Et au fil du temps d'ailleurs, on a pu voir l'émergence et même l'évolution de cet univers, avec les quelques jeux qu'on a pu tester comme Anemopolis ou encore The Complex Expedition qui était juste incroyable, et surtout que ça fait depuis un moment que ce n'est pas arrivé, qu'un concept horrifique né sur Internet dépasse Internet. Mais c'est bel et bien arrivé pour le meilleur et pour le pire. Et pour certaines personnes, ça a surtout été pour le pire. À la base, cette vidéo devait être beaucoup plus longue et beaucoup plus terrifiante, mais je pense que la meilleure façon de parler une bonne dernière fois des backrooms, c'est pas de faire de vidéos horreur. Le concept il est vieux et finalement vous faire peur avec les backrooms, ça risquerait de pas très bien marcher. Ne vous inquiétez pas, si jamais vous cherchez de l'horreur, il y aura une petite partie un peu intéressante lorsqu'on va nommer un certain créateur, n'est-ce pas? Non. Ici, nous allons plutôt voir la prolification et essayer un petit peu d'analyser le même, comprendre comment c'est arrivé. On parlera ensuite de leur exploitation, du grand n'importe quoi qui a suivi, puis on finira par poser une question qui fâche. Est-ce que c'est la fin des backrooms? Est-ce que les backrooms sont mortes? Tout commence en 2015. Ouais, bien plus tôt que prévu. En 2015, sur Tumblr, un compte poste le 28 octobre cette image. Cette image est mythique sur Internet. Elle est bizarre, photographiée de manière étrange. On se demande qu'est-ce que fout ce type ici. Elle ne fait pas vraiment peur, elle ne fait pas vraiment rire, mais elle te laisse une impression profondément pas neutre. Et du coup, vous allez me demander pourquoi je vous montre cette photo. C'est que cette photo est surtout importante car le compte qui l'a postée s'appelle Cursed Imagers. Et c'est le point de départ du mème Cursed, dont vous avez déjà entendu parler si vous utilisez régulièrement Internet. Les images Cursed ne sont pas maudites dans le sens strict du terme. Ce sont des images qui déstabilisent, qui dérangent et qui deviennent souvent marquantes simplement parce qu'on les a qualifiées de maudites. Elles ont souvent une atmosphère fait maison, une qualité douteuse et elles te forcent à te poser une question: qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette photo a-t-elle été prise? C'est difficile de définir précisément ce qui rend une image Cursed, mais il y a presque toujours ce côté amateur, même un petit peu voyeuriste. Souvent une image Cursed
thread est prise avec un flash brutal ou tout simplement dans une très mauvaise qualité. L'esthétique cursed en 2015 n'était pas vraiment encore prédominant, mais des tonnes de gens vont y voir du potentiel. Cette esthétique mettait enfin un nom sur un mélange entre humour internet, nostalgie et solitude. Et cette esthétique va rapidement prendre de l'ampleur. Et au moment où cette esthétique était à son apogée, le 21 avril 2018, quelqu'un crée un thread sur le board paranormal de 4chan. Mais comme tout sur 4chan est anonyme, on ne saura jamais qui a lancé le thread, ni qui a répondu. Mais au milieu de toutes ces réponses, il y avait un post qui passa inaperçu. Et c'est la plus vieille archive connue de l'image qui a lancé le mythe des backrooms. À ce moment précis, d'ailleurs ça peut être bizarre à croire, mais cette image passe complètement inaperçue. En fait, il fallait attendre un petit mois avant que quelqu'un décide de poser la deuxième pièce du puzzle, qui allait préparer le terrain pour l'apparition des backrooms. Le 21 mai 2018, un utilisateur Twitter nommé River Cafaretta, dont le compte est supprimé depuis, répond au tweet d'un autre utilisateur. Ce tweet donnait enfin une définition du concept liminal space. On appelle ça des espaces liminaux. Il te donne une impression étrange, car tu n'es pas censé passer du temps à l'intérieur d'eux. Ce sont des lieux de transition, des endroits où des choses arrivent avant et après. Sans le savoir, ce message avait un an d'avance. Parce que les espaces liminaux, ces lieux nostalgiques capturés dans des photos floues prises avec des caméras de d'autres temps, allaient bientôt devenir omniprésents sur internet. D'ailleurs, ces images allaient complètement éradiquer l'esthétique curse. Le 14 mars 2019, la première image iconique d'espace liminal est postée sur le Twitter par un utilisateur nommé Zerstone Error. Zerstone, je suis désolé, j'ai bavé son nom. Il a publié une photo de l'intérieur d'un Holiday Inn Express en décrivant l'endroit comme ayant une architecture oppressante et cauchemardesque. Elle se distingue des autres images cursed. Ici, ce n'est pas le sujet qui fait peur, mais le lieu en lui-même et la manière dont elle a été photographiée. L'endroit paraît hors du monde, suspendu entre deux états, un lieu habituellement rempli mais ici totalement vide. L'architecture est étrange, difficile à comprendre. Beaucoup de gens ne savent même pas que ce que vous voyez en haut, c'est un toit. La structure est en réalité en intérieur, comme le montrent ces vidéos tournées sur place quand il y a plus de monde. L'image est évocatrice et d'autres internautes commencent à ressortir le terme espaces liminaux. À partir de ce tweet, sur YouTube, il va se passer des choses intéressantes. Les gens vont recommencer à faire des slideshows sur YouTube, mais cette fois-ci avec des images d'espaces liminaux. Mais sans les appeler comme ça. Il les décrivait plutôt comme des lieux semblant familiers, mais où personne n'est jamais venu. Et au milieu de cet engouement, un nouveau post sur le thread paranormal de 4chan a été posté. Et ce post, servant à démontrer des images cursed, un peu étranges mettant mal à l'aise, utilisait comme première image celle-ci. Cette fois-ci, elle n'est pas passée inaperçue. Les gens vont poster plusieurs réponses, chacun apportant leur image, puis quelqu'un va citer la première image, puis va demander « C'est quoi cette image ?» Et une réponse à ce message va lancer à lui seul un des plus grands phénomènes de l'horreur sur internet. Et c'est là que ça va aller assez vite. Quelques temps après, quelqu'un va screenshotter ce commentaire, le coller à la première image, le partager sur le subreddit Green Text, et c'est à ce moment-là que la machine était lancée. Dans les jours qui suivent, des gens vont se mettre à faire des montages sur Twitter. L'idée d'un endroit gigantesque dans lequel où tu tombes par erreur utilisant plusieurs esthétiques en pleine expansion, le concept s'apparentait à de l'horreur psychologique qui commença à se répandre comme le genre d'horreur en vogue sur internet. Et ça a beaucoup résonné avec les gens. L'idée, l'image, tout était parfait. Et c'est arrivé pile au bon moment. Un truc comme ça, avec toutes les pièces que je viens de vous donner, ça arrive pas souvent. Et ça passe pas par hasard en réalité. Par contre, on a eu de la chance que ce commentaire a directement trouvé un nom à cet endroit. Les backrooms, l'arrière-salle. Putain, c'est du génie. Et là, il va commencer à y avoir comme une espèce de réaction en chaîne. Les backrooms vont vraiment se répandre. Les gens vont aimer l'idée et les gens vont chercher des tonnes d'autres images qui font penser à la première pour diversifier les images. Et les gens vont remixer l'histoire en donnant leur version de l'univers. Et d'ailleurs, j'ai failli pas le dire, mais du coup, à l'époque, il n'y avait qu'un seul modèle. Alors, on va voir plusieurs modèles de cet univers dans cette vidéo. C'est-à-dire des versions de cet univers. Ici, on est dans le premier étage primitif du mythe. Il n'y a personne dans les backrooms à part vous. Vous y êtes bloqué et la peur du lieu vient du bruit incessant des lumières et de la perte complète des repères. Et à ce moment-là d'ailleurs, les backrooms sont plutôt un phénomène de niche, et son expansion vient en même temps de l'expansion du terme liminal space. Mais dans la niche horreur internet, comme celle que je suis en train de parler jusque maintenant, c'est très très populaire. Et c'est à ce moment-là que les choses vont se compliquer. Quand tu donnes un concept à internet, un concept qu'il ne connaît pas, et un esthétique dont à peine personne comprend comment il fonctionne, qu'est-ce que fait internet ? Eh bah, la plupart du temps,
il fait ce qu'il connaît. Cette image va commencer à tourner. Elle a été créée par Heather Mitten, une utilisatrice de Reddit. Il semblerait que cette personne a été la première personne à penser à l'idée de séparer les backrooms en différents étages. Le premier, l'étage 0, étant cette série de bureaux aléatoires, où vous ne croiserez d'ailleurs presque aucune entité. Au bout de quelques jours aérés, vous pouviez tomber sans le savoir dans une version plus sombre de cet étage, l'étage 1, où les lumières agissent de manière imprévisible et où les entités malfaisantes difforment, vous pourchassant quand vous êtes dans l'obscurité. Et enfin l'étage 2, extrêmement hostile, serait une série de tunnels maintenus avec des tuyaux bruyants et imprévisibles. Et sur le moment, le concept fonctionne plutôt bien. Les gens adorent ce concept car ça permet tellement de diversifier les backrooms, sauf que cela va commencer à diviser les gens. Très tôt dans la création des backrooms, des gens vont préférer le premier modèle, celle d'un lieu inexploré, où on ne sait presque rien, et d'autres personnes préféreraient plutôt le modèle 3 étages, et il y a aussi des gens un peu chaotiques qui vont créer des wikis, notamment un wiki fandom en juin 2019, et qui vont trouver que 3 étages, c'était pas assez, et qui avait également plein d'images liminales qui apparaissaient un peu partout, et qui les inspiraient pas mal. Ainsi, on va avoir l'originale division de 3 modèles des backrooms. Le modèle classique, le modèle 3 étages, et le modèle 3+. Et ce modèle-là, il va exploser. Le modèle 3 étages, c'est un nom un peu bâtard. C'est pas vraiment un modèle qui est composé de 3 étages, mais c'est plus un modèle qui s'écrivait sur les subreddits de l'époque. Au tout début de l'histoire des backrooms, il s'écrivait sur des courts textes d'explorateurs, et sa différence avec le modèle 3+, c'est qu'il est très peu documenté. Il n'est documenté en général que par une seule personne, et en réalité, aucune personne située dans les backrooms ne sait vraiment comment il fonctionne. Et donc on ressent beaucoup plus la solitude. Le modèle 3+, lui, se passe sur un wiki. Il est donc documenté, et au centre même de son design d'abord, sur un wiki fandom, puis ensuite sur un site Wikidot. Les gens vont créer un univers de backrooms divisé en centaines d'étages. Et la raison de pourquoi ça a pris autant sur cette forme, d'abord, tout le monde a un hub. Tout le monde peut faire agrandir l'univers. Ça désagrège un peu l'univers, mais il y a un petit côté participatif. Et donc, ces cercles d'horreur niche ont commencé à faire comme ce qu'ils connaissaient finalement. Exactement comme la fondation SCP. Pour ceux qui ne le savent pas, la fondation SCP est un univers qui décrit les agissements d'une entreprise secrète visant à capturer et contenir toutes les créatures paranormales qui ne devraient pas être reconnues du grand public. Et d'ailleurs, fun fact, c'est que finalement les SCP sont devenus populaires à peu près de la même manière que les backrooms. L'univers avait pour origine une photo sur 4chan avec un texte qui décrivait l'image. Sauf qu'au lieu d'avoir des entités classifiées, on a des étages et des sous-étages. Ils vont même reprendre des idées qu'il y avait dans la fondation SCP, notamment d'avoir des codes. Dans le modèle 3+, quand un individu trouve de l'eau, ce sera forcément de l'eau... Je relis mon script. De l'eau d'amande. Pourquoi de l'eau d'amande ? Et franchement, si vous savez pourquoi, dites-le moi dans les commentaires, franchement ça m'intéresserait. Ils vont aussi reprendre l'idée de la fondation SCP de classifier les niveaux en fonction de leur niveau de danger. Bref, l'inspiration est clairement assumée, et aussi la troisième raison pour laquelle le modèle 3+, est devenu si populaire et a contribué à la popularité des backrooms, c'est parce qu'il est tellement plus youtubable. Faire une vidéo sur les backrooms à l'époque, c'était tellement fun. Tu choisissais un étage, tu essayais de le décrire et de reproduire son ambiance, c'était trop cool. Il y avait cette impression de raconter comme un jeu d'horreur imaginaire. Puis 2020 est arrivé, puis le wiki a pris de l'ampleur. Et donc il y avait encore plus d'étages, encore plus de contenu. Et forcément le confinement est arrivé, tout le monde était chez soi. Puis en 2021, l'univers a vraiment commencé à faire parler de lui. Les backrooms existaient depuis longtemps à ce moment-là, et en fait le modèle 3+, montrait déjà énormément de limites. Je vais y aller rapidement pour que vous compreniez. Vous avez compris que c'est sur un wiki, tout le monde peut participer, tout le monde peut partager son niveau. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une période où tout le monde a voulu faire le niveau le plus dangereux, le plus extraordinaire, et forcément, un univers ne peut pas survivre, en fait, c'est la mort assurée. Et le deuxième problème, et franchement, je pense qu'ils auraient dû s'en rendre compte avant, sur ces wikis, les backrooms sont complètement documentés. On a l'impression qu'il y a 2 millions de personnes qui y sont allées et qui ne leur est rien arrivé. On n'a plus du tout cette sensation de solitude, ce qui va complètement à l'encontre de l'esthétique liminale. Ensuite, il y a trop d'étages. Genre à un moment donné, on n'y comprend jamais rien, ne serait-ce que juste avec les entités qui se trouvent dans les backrooms. Avec les smilers, ces sourires dans l'obscurité qu'il ne faut pas quitter des yeux. Les hounds, ces chiens humanoïdes qui te pourchassent s'ils te croisent. Les skin stealers, ces créatures qui volent la peau de leurs victimes. Quand tu lis le wiki, t'as l'impression d'en croiser tous les 10 mètres. Des étages où la gravité change, des étages où le concept est trop élaboré, ou pas assez élaboré. Les backrooms, dans leur modèle le plus populaire, commençaient lentement à figurer dans la blague. À l'époque, il y avait limite ce petit côté enfantin, ce côté un peu maladroit qui ne parlait pas à la majorité des personnes. Et à ce moment-là, oui, les backrooms semblaient mourir lentement. Mais au moment où tout le monde pensait que les backrooms allaient mourir, voilà ce qui allait se passer dans les mois qui suivent. Et tout ça, c'est grâce à un petit génie de l'horreur, Kane Pixel.
Le 7 janvier 2022, Kane Parson, plus connu sous le nom de Kane Pixel, publie sa première vidéo sur les Backrooms, The Backrooms Fan Footage. Aujourd'hui, cette vidéo cumule plus de 64 millions de vues, je crois. C'est elle, le catalyseur de l'explosion totale de cet univers. Alors, on va pas rester sur ces vidéos-là. Déjà, premièrement, parce que ça durerait trop longtemps, et deuxièmement, c'est que vous l'avez tous vu. Par contre, j'ai quand même envie d'en parler. De ce qu'il fait, de pourquoi c'est brillant, et pourquoi son approche, à mes yeux, est la plus intéressante. Et pour cela, nous allons nous concentrer sur une vidéo récente de sa série, qui est selon moi le meilleur moyen d'expliquer pourquoi le modèle Kane est le plus réussi. Mais d'abord, revenons au début. La première vidéo de Kane Pixel, intitulée Backrooms Fan Footage, était d'une simplicité exemplaire. On y voyait quelqu'un tomber accidentellement dans les backrooms et errer sans but à l'intérieur de ces lieux infinis. What is this? Hello? Is someone there? Jusqu'à ce qu'il se passe ça. What the hell? What the hell? S'ensuit une poursuite terrifiante, un jeu de chat et de la souris, qui se termine par un retour brutal à la réalité. Cette vidéo a apporté beaucoup de choses essentielles pour l'univers des Backrooms. D'abord, elle était bluffante visuellement. C'était une vidéo incroyablement belle, hyper crédible. Bon alors oui, il y avait 2-3 effets effectivement qui étaient un peu... Mais l'ambiance, elle, était parfaite. En fait, ce n'était plus juste des images fixes ou des rendus 3D. C'était les backrooms. Pour la première fois, on voyait quelqu'un vivre une expérience dans les backrooms. Et ça, c'était complètement nouveau à l'époque. La deuxième chose que Kane a apporté, c'est la centralisation. Avant lui, les backrooms évoluaient un peu n'importe comment. Elles changeaient selon qui en parlait, mais avec Kane, une vision s'impose. Quand il décide d'en faire une série complète, il enchaîne les bonnes idées. L'univers des backrooms, selon Kane Pixel, c'est un mélange brillant de plusieurs modèles existants, combinés pour créer un tout presque parfait. La série raconte en réalité l'histoire de Asinx, qui dans les années 80 développe une technologie quantique censée résoudre les problèmes de stockage et de logement. Ils construisent une machine capable de générer une dimension alternative, le complexe. On y entre par une porte appelée le seuil. Au départ, le lieu ressemblait à un simple enchevêtrement de bureaux aux murs jaunes sans logique apparente. Mais plus Asing explore, plus le complexe se déforme et découvre que son existence même semble déstabiliser la réalité, distordre le temps, l'espace et qu'il pourrait même être conscient. Et le génie de Kane, c'est que tout cela, il le raconte à travers de faux documents confidentiels, des bandes d'archives ou des vidéos internes de l'entreprise jamais censées être publiques. Il y a plein d'autres idées comme ça que Kane a utilisées qui sont juste incroyables. Par exemple, Kane t'explique tôt dans la série que la réalité est en train d'être affectée par l'existence du complexe. Kane te montre juste des statistiques de quantité de personnes disparues qui grimpent soudainement au moment de l'ouverture du seuil. Bon, on se doute de ce qui va se passer, la série est plutôt bien faite justement, mais cela est suffisant pour te laisser le temps de te demander: est-ce que cela est vraiment lié? La série maintient une atmosphère de tension, peu importe quel épisode tu regardes, car le fait qu'on te présente des dossiers confidentiels d'un projet qui était censé être ouvert à tout le monde, mais qui n'a jamais porté ses fruits, ça fait que tous les extraits précèdent forcément par une énorme catastrophe. Un événement d'une telle gravité qu'elle aurait pu causer la fin d'un projet de ce type, et à chaque fois que tu vois quelque chose de grave, et que dans la timeline le projet n'est toujours pas annulé, et ça va loin dans les trucs graves qui se passent. Qu'est-ce qui peut arriver de pire qui peut causer la fin du projet? D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps Kane Pixel a annoncé qu'il allait produire un film sur les backrooms. Donc il faut comprendre que si ce mec a été repéré par N24, c'est pas pour rien. C'est qu'il a un vrai talent de mise en scène qui est presque inné pour lui. Et pour vous faire comprendre à quel point que ce mec est bon pour faire des mises en scène, laissez-moi vous montrer une des vidéos la plus récentes qu'il a fait sur sa série. Une vidéo que je trouve brillante en termes de construction et qui peut être regardée par n'importe quelle personne qui n'a jamais vu le début de la série. The Backrooms Fan Footage 3. La vidéo commence avec ce qui semble être plusieurs extraits aléatoires d'une cassette VHS. On peut y voir des images de la vie de tous les jours, notamment ce plan. Ce qu'on peut entendre brièvement ici, c'est la phrase Oklahoma City Bombing.
guns attorney in the Oklahoma City bomb. Une attaque de terroristes de l'extrême droite ayant causé le 19 avril 1995 la mort de 168 personnes suite à un véhicule piégé. Ça permet de dater la vidéo qu'on va voir, comme étant située durant ce jour tragique, ou au moins autour du 19 avril 1995. Après donc quelques extraits de tranches de vie, dans un concert, on voit enfin la personne derrière ces images. Il s'appelle Ravi, et il explique sa frustration après avoir filmé un cadre de l'entreprise Monsanto, se moquer d'un enfant malade et avoir un comportement suspect. I realized I recorded a Monsanto exec joking with a DPR manager about a sick kid. And sure, I like making fun of diseased kids as much as the next guy. But right after that, they said something along the lines of, hey, if we accidentally push out the entire county, you might just get that ranch you always wanted. Et au milieu de son explication, la vidéo se met à accélérer. Fucking A, man. Et je trouve cette idée très intéressante, car ça indique que clairement quelqu'un contrôle l'enregistrement et sélectionne les parties qu'il veut qu'on voit. Il y a donc deux couches de lecture, et ce qu'il a vécu est ce qu'on veut bien nous montrer. On voit après cette accélération Ravi rentrer chez lui, ou du moins dans une maison. Puis ça coupe sur un écran noir avec un fond d'un appel téléphonique. Ce n'est pas très clair de qui il parle, peut-être des colocataires, mais en tout cas il semble demander à quelqu'un s'il a vérifié le sous-sol de la maison. I was just calling to ask to see if there's anybody supposed to be checking out the downstairs today. Et d'ailleurs un bruit vient de résonner. Il sort de sa chambre, donc pensant que quelqu'un s'est introduit chez lui. Hey! Someone there? Il descend des escaliers et trouve sa fenêtre vandalisée. Shit. Hey! Someone here? Il se décide d'approcher du bruit. Il ne trouve rien, donc il décide de vérifier une autre porte. Il est tendu, il se déplace sans faire un bruit, ayant peur d'une altercation. Il se déplace dans son garage et entend un bruit lointain. Il semble venir de cette fissure dans le mur, qui inexplicablement donne sur cette pièce.